bongo monene nakoli na pasi ya bapaya nalelaki ya mama. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors que l'idée de la tenue du dialogue national reste d'actualité, dans les états-majors politiques, les avis sont partagés. Opposition, majorité ne parlent pas le même langage. À l'opposition, l'on observe une divergence de vues quant à la tenue de ce dialogue. Si pour certains, l'on peut s'en passer, pour d'autres, il s'agit d'un dialogue made in résolution 2277. L'opposition réunie à Jean-Val, à Bruxelles, autour d'Étienne Tshisekedi, ne jure que par ce dialogue. Frédéric Boyenga Bofala, président de l'Union pour la République Mouvement National, un parti d'opposition, appelle, lui, à la mise en place de la gérancia. En février 2016, il proposait déjà quelques pistes pour relancer l'initiative du dialogue afin de sortir le pays de l'impasse. 4 mois après, ce fils du pays revient sur cette même initiative du dialogue. Frédéric Boyenga Bofala est notre invité. Vous saurez tout de suite ce qu'il pense de la suite du processus électoral, mais également du respect de la loi fondamentale. Et avec Mouine Mouroupfel, nous le recevons dans le cadre d'un entretien spécial. Merci de nous suivre sur vos antennes. Monsieur Boyenga Bofala, bonsoir. Bonsoir, madame. Première question, vous proposez une relance de l'initiative du dialogue dans un cadre strictement national. Qu'entendez-vous par là? Est-ce à dire que tel qu'il a été convoqué par le chef de l'État lui enlèverait son caractère national? Non, bien entendu, madame, mais ça c'est déjà une partie de son caractère national. Un dialogue qui doit être convoqué en bonne et due forme, suivant une certaine légalité. Madame, jusqu'aujourd'hui, nous avons une légalité, et cette légalité-là est issue de la légitimité des élections de 2011. Donc, la question sur son caractère national ne se pose pas au niveau de l'ordonnance du président de la République invitant, convoquant ce dialogue. Le problème, c'est au niveau de sa faisabilité, la méthode. C'est au niveau de la méthode que je me suis dit qu'il était temps que les Congolais se réapproprient leur dialogue, sans pour autant, madame, ignorer cette donne qui est la communauté internationale. Je ne dirais même pas la communauté internationale, je parlerai des Nations Unies. Les Nations Unies, parce que vous savez, la communauté internationale, c'est autre chose. Les Nations Unies est aussi en mesure, dans une situation conflictuelle telle qui se prévoit actuellement au Congo, et les Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies a l'obligation d'examiner toutes les possibilités dans une situation où il peut y avoir rupture de la paix et de la sécurité, de faire des propositions pour éviter qu'un conflit national déborde de son cadre et affecte toute la sous-région. Mais lorsque je dis cadre national, c'est au niveau de la démarche. Madame, vous et moi, nous sommes héritiers d'une souveraineté acquise dans la douleur depuis le 30 juin 1960. Nos parents, nos grands-parents nous ont appris que lorsqu'il y avait un problème à la maison, on les réglait aussi à la maison. N'oublions pas, madame, nous avons eu, ce n'est pas qu'aujourd'hui, depuis que nous sommes indépendants, nous avons eu des dialogues. Souvenez-vous, le conclave de Kananga, qui a donné l'actuel drapeau, madame. N'oublions pas, il y a eu aussi le conclave de Mbandaka, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, les Nations Unies s'est préoccupées de la situation du Congo, mais ils nous ont laissé mener nos dialogues de manière interne. Je m'insurge sur quelque chose, la facilitation extérieure. On va y arriver, M. Boyenga Bofala. Et cette question qui revient souvent, oui. Pourquoi soutenir un dialogue en ce moment? Quelles sont les raisons valables pour lesquelles vous soutenez la tenue d'un dialogue national dans le pays? Madame, vous n'êtes pas, je n'ai pas besoin
d'informer aux nouvellistes que vous êtes que le pays est dans l'impasse depuis un certain temps. Pourquoi tant de questions se posent il y a quelques temps sur la révision de l'article 220? Là, c'est l'article 70 alinéa 2, et ainsi de suite. C'est parce qu'on constate effectivement qu'il y a un problème. À l'heure actuelle, c'est vrai que tout n'a pas été mis en œuvre pour que nous ayons des élections. Madame, on peut incriminer qui on veut, est-il que c'est une réalité. Si nous voulons faire des élections crédibles, qu'il n'y ait pas de contestation comme nous avons vécu en 2011, 2006, tout ce que vous voulez, je pense qu'il faut prendre les temps nécessaires pour que les Congolais ne subissent plus les affres des politiciens. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est autre chose que les ambitions, certes légitimes des uns et des autres, mais les ambitions égoïstes. Je m'assure. Vous savez, le dialogue, bien entendu. Pourquoi le dialogue? Lorsque je suis venu ici en janvier janvier passé, de cette année, je vous ai amené mon plan de sortie de crise, sortir de l'impasse, comment sortir de l'impasse, pour relancer et achever les processus électoraux et démocratiques. Parce qu'en âme et conscience, en responsable, je sais qu'il y a un problème. On aurait dit, bon, je ne suis pas de la majorité, bon, je ne me classe pas non plus dans l'opposition, j'ai ma position, j'ai mon cheminement. J'aurais dû profiter de cette situation pour taper, oui, élection, 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 madame. Mais je suis responsable. Beaucoup de gens qui sont en train de clamer, oui, élection, élection, ne connaissent pas les véritables réalités de notre pays. ça veut dire que vous faites du réalisme politique? Non, ce n'est pas ça le réalisme politique. Alors? Le réalisme politique, bon, c'est aller cohabiter avec qui on veut pour ses intérêts personnels. Moi, ce que je voudrais, c'est sauvegarder l'intérêt supérieur du Congo. L'intérêt supérieur. Je ne veux pas que le Congo connaisse encore le chaos, qu'il y ait encore une conflagration à cause des ambitions personnelles. Et ces ambitions, je pourrais vous les démontrer tout à l'heure. Oui, bon, fait. Monsieur, l'un des piliers de votre réflexion, c'est l'appel. Vous proposez qu'on fasse appel aux anciens, ce que vous appelez la gérancia. Et donc, à qui pensez-vous? À quels anciens pensez-vous, sans être exhaustif? Monsieur, si vous avez lu, parce qu'il me semble que vous avez le plan, j'ai dit, parmi ces personnalités d'envergure, bon, je voyais le cardinal Mosengo, je voyais Monseigneur Bodo Marini, je voyais M. Etienne Tshisekedi, Léon Kengo, Lelunda Boulou, tous nos anciens. Vous savez, monsieur Moine, un papa, même si il a bu, il reste un papa. Un papa, même lorsqu'il est malade, même lorsqu'il est pauvre, reste toujours votre papa. Et je ne pense pas que lorsqu'on a un problème dans la maison, il faille toujours aller courir chez les voisins pour qu'ils viennent régler. Vous pouvez toujours déjà faire confiance en vous-même, à vos géniteurs, je les prends entre guillemets. Lorsque j'ai pensé à ça, c'est uniquement pour des raisons d'utilité et de pratique. Les Nations Unies, j'entends par là, les Nations Unies et l'Union africaine ont essayé de nous proposer cette facilitation de dialogue. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que du côté congolais, c'était la sécheresse dans les propositions. Qui a osé proposer aux Nations Unies quelque chose? Mais devant ces vides qui menaçaient le Congo, ils ont pris l'initiative de nous encadrer. Mais il y a quand même des fils, certains fils et filles du Congo comme moi. Je me suis dit, il était temps aussi que nous proposons quelque chose et que la communauté internationale nous assiste techniquement, nous donnant peut-être les moyens qu'il faut. Oui. La facilitation, le rôle actuellement dévolu à M. Edem Kodjo, et qui a quelque temps, M. l'ambassadeur Djinit a essayé de jouer, il est temps que nous les confions à nos anciens, parce qu'ils connaissent nos réalités mieux que quiconque, parce qu'il s'agit d'un dialogue des Congolais, bien entendu, encadré plus ou moins par la communauté des Nations Unies, pour éviter
qu'une crise politique interne ne déborde. Mais les résolutions des Nations Unies nous donnent seulement un cadre. Mais le travail, c'est un travail des Congolais. Absolument, M. C'est pour cela, que j'ai fait cet appel à nos anciens, qu'ils sortent de leur torpeur, qu'ils nous guident, qu'ils essayent de nous aider à cheminer vers la sortie de la crise. Ils pourront être des facilitateurs et des coordonnateurs de ces dialogues mieux que quiconque. Mais ce sont des anciens qui sont pour la plupart en fonction. Certains assument des fonctions soit dans l'opposition de la majorité. Ces anciens n'ont-ils pas failli eux-mêmes dans leur mission d'apporter la pierre pour reconstruire ou relancer l'initiative du dialogue dans le pays? Madame, celui qui n'a pas péché au Congo, qu'il jette la pierre. Qu'il jette la pierre. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation claire. Nous ne devons pas continuer éternellement à nous méfier. Les Congolais doivent apprendre à s'entendre, à s'apprécier. Si à chaque fois, vous trouverez toujours dans un Congolais, oui, toutes les mauvaises choses du monde, alors madame, laissons ces pays-là, je ne sais à qui. Oui, vous me dites, ils ont commis leur tort, bien entendu. Mais est-ce qu'on ne peut pas leur donner leur possibilité aujourd'hui de se racheter? Oui, monsieur, à lire votre brochure, vous parlez de troisième voie, de géroncia, de synode, oui. Autant de formules que vous proposez et qui doivent aboutir, selon vous, à la constitution d'un Conseil national des anciens. Mais on pourrait vous rétorquer tout de suite que ces structures-là ne sont pas constitutionnelles, à moins de revisiter la loi fondamentale. Vous voulez que je vous réponde à ça? Répondez, monsieur. Monsieur, nous sommes dans une crise politique et dites-moi un peu, les facilitateurs et des est constitutionnel? Non. Ici, il s'agit d'un homme qui n'est pas un homme du pouvoir, un fils du pays, dans une situation bloquée. Il fait une proposition. Bien entendu, cette proposition de la géroncia, si elle est aujourd'hui acceptée, doit être légalisée, bien entendu. Légalisée, mais elle est là. La géroncia n'a qu'un objectif. Là, aujourd'hui, c'est faciliter les rapprochements entre les Congolais. Quelle est sa mission? Elle en a deux. Dans un premier temps, je l'ai bien dit, les pré-dialogues. Les pré-dialogues se résument en deux mots, l'apaisement et la normalisation. Il faut normaliser les relations intercongolaises. Les Congolais doivent parler aux Congolais. Sans cela, nous n'arrivons pas. L'apaisement, il est temps que cette tension baisse. Et celles sont capables de le faire aujourd'hui, ce sont les Congolais. Nous avons nos anciens, nous ne pouvons pas les ignorer. La communauté internationale ne verra jamais pas ça d'un mauvais œil. Au contraire, ce serait même un support à son action. On nous proposera n'importe quelle facilitation extérieure, ignorant nos réalités, nous tournerons en rond. Commençons d'abord par nous faire confiance les uns les autres. La géroncia, c'est une proposition, comme les autres ont proposé la facilitation extérieure, que je n'estime pas, pour moi, honorant. Je préfère quand même que les Congolais prennent la chose en main, et nous avons nos anciens, ils sont là, ils peuvent nous aider. Il faut arrêter de voir toujours derrière un Congolais, il y a un mal. Il faut faire attention. Tout le monde a fauté dans ces pays. Tout le monde. Il est temps qu'on confesse, qu'on aille de l'avant pour essayer un peu de sauvegarder ces legs qu'on nous a laissés. Vous savez, monsieur, depuis la mort de Lumumba, les Congolais sont en quête de la parole perdue. Nous sommes là, nous cherchons, nous ne savons pas. On fait appel. Mais il est temps que nous rentrons dans nous-mêmes, qu'on essaye de voir, poser les questions, pourquoi nous sommes là. Je vais vous donner des exemples. Au Congo-Brazzaville, ici, voisin, il y a eu une démarche, peu importe tout ce qu'on peut dire, est-il que la paix est au Congo, même entre guillemets, il y a une paix au Congo, mais leur dialogue, ils n'ont pas eu besoin d'un facilitateur extérieur. Je peux vous en citer, même les Burkina Faso que j'entends les gens, c'était entre eux. Les Rwanda derrière, c'était entre eux.
Mais il n'y a qu'au Congo où les gens démontrent une insuffisance intellectuelle qui me révolte. J'entends ici ou là, panel de ceci. Voilà ce que moi j'appelle de l'insuffisance. C'est quand même grave. Vous imaginez comment on considère les Congolais à partir de ça? Des gens incapables. On est incapables. Mais lorsque j'entends, vous, sur vos chaînes ici, affubler les gens des titres de professeurs, et je suis dans le cœurement. Non, monsieur, je ne veux pas, moi, de ces panels-là. Cela ne veut pas dire que nous ne travaillons pas main dans la main avec les Nations Unies. Bien entendu, mais ils attendent de nous que nous proposons une voie de sortie de crise crédible, démocratique, inclusive. Monsieur Boyenga, vous vous opposez à l'idée d'une médiation alors que dans votre ouvrage, vous saluez la contribution de Saïd Djini, mais également les actions du facilitateur Edem Kodjo. N'est-ce pas là une contradiction? Non, pas du tout. Une contradiction? Non, pas du tout. J'ai parlé des Expliquez-vous. J'ai parlé des tentatives de facilitation. Tentatives de facilitation, madame. Ils ont essayé de tenter, s'ils peuvent nous aider en nous rapprochant. Mais malheureusement, ça s'est soldé à un échec. Pourquoi ils l'ont fait? C'est parce que de notre côté, nous sommes incapables de proposer. Si nous avions proposé quelque chose, les Nations Unies nous auraient accompagnés. Comment voulez-vous que je ne les salue pas? Je salue parce qu'ils ont essayé de nous aider. Mais je m'insurge contre la démarche. Ça démontre, en dépit de tous vos titres congolais, que vous êtes incapables. Incapables de tenir ces pays qu'on nous a légués. Incapables. À chaque fois qu'il y a un problème ici, les facilitateurs étrangers, les panels de ceci. Mais ces gens-là, je ne sais pas. Et vous allez diriger le Congo comment? Comment, madame? Monsieur Boyenga, à ce propos, quel regard jetez-vous sur le conclave de l'opposition? Vous avez survolé cela tout à l'heure. Le conclave de Jean-Val au Château du Lac. Madame, vous insistez tout le temps que les Congolais doivent se parler entre eux. Mais là, des Congolais se sont parlés. Vous êtes d'accord? Non, il y a une chose que vous devez comprendre. Vous parlez du conclave de Bruxelles. Que les Congolais se réunissent, je crois que je l'ai dit à une intervention précédente, que les Congolais se réunissent pour trouver des voies favorables à la sortie de la crise. Moi, je n'ai pas de problème à ça. Je n'ai pas de problème à ça. Ce que je redoute, c'est la méthode. Bon, ils sont allés à Bruxelles, c'est leur choix. Mais arrêtez aussi de dire l'opposition congolaise. Une partie de l'opposition congolaise. L'opposition congolaise est plurielle, messieurs. Plurielle. Et ceux qui sont allés là-bas ne sont pas plus forts que ceux qui ne sont pas allés. Lorsqu'on considère le poids des partis politiques, la Madame, balance pèse il y en a beaucoup plus du côté de Jean-Val. Madame, il n'y en a pas. Je peux vous démontrer ici, je mets ici la somme que vous voulez. Je rassemblerai la ville de Kin. Ce n'est pas ça. Ce qui me compte, ce qui compte pour moi, c'est les propositions, les projets. Comment est-ce qu'on va cheminer ensemble? Il n'y en a pas, madame, qu'un parti qui soit plus fort que les autres. Nous avons chacun, il y en a qui n'ont pas aimé la théâtralité comme moi. Je ne suis pas dans le théâtre, je suis dans l'efficacité. Et je vous ai dit, je mets quiconque au défi. Je n'accepterai pas que les Congos replongent dans les chaos. Ils me trouveront, peu importe qui que ce soit. Je n'ai pas besoin, moi, aujourd'hui, de faire marcher les Congolais. Vous savez, madame, depuis les années 90, les Congolais sont sortis. On a sorti les Congolais. Vous savez, autant de morts qu'il y a eu dans la population. Dans toutes ces manifestations-là, il n'y a jamais eu la mort d'un leader. Hein. C'est le peuple. Éviter le chaos, Monsieur Boyenga. Oui. Éviter le chaos, c'est aussi respecter la loi fondamentale, notamment en ce qui concerne le mandat présidentiel d'élection du président de la République. Pourquoi vous ne soutenez pas, comme vos pairs de l'opposition, la tenue de l'élection pour finalement élire un nouveau président et éviter le chaos dans le pays? Mais madame, vous parlez à ma place, vous me dites pourquoi vous ne soutenez pas. Est-ce que je vous ai dit à un moment que j'étais contre les élections? Moi, je réponds de manière pragmatique. Selon vous, ces élections se tiendront quand? Vous me posez la question, madame. Non, vous me posez la question. À moins de vouloir... Vous savez, madame, il y a un musicien congolais dont j'ignore les noms qui a dit, je peux le dire en lingala, allez-y. Baya Kanavi à mon ningate pour me mêler problème.
mais pour lui apporter le bonheur, il me semble. Un musicien a dit ça. Je ne sais plus son nom. On ne vient pas en politique pour créer les problèmes dans son pays ou à son peuple, mais pour en résoudre. Ne faisons pas comme si, au Congo, aujourd'hui, il n'y a pas un problème. C'est vrai que le gouvernement a commis l'erreur de ne pas préparer en temps réel la tenue des élections. Mais vous savez ce qui me choque, madame? Une partie de ceux qui se disent aujourd'hui de l'opposition, alors qu'ils ne sont qu'une dissidence. Mais ils étaient là lorsqu'on a traîné pour ne pas organiser les élections. Aujourd'hui... Vous parlez du G7. Oui, c'est une dissidence. Pas de l'opposition. Non, c'est une dissidence. Le G7 quitte les bateaux là il y a quelques mois. Mais ils font partie du bilan. C'est vous qui distribuez les cartons d'opposition? Mais non, il ne s'agit pas de ça. C'est ce qu'il dit. Non, lui, Qui est opposant selon vous? Non, ce n'est pas Et qui ne l'est pas? Non, madame, faites attention entre une opposition et une dissidence. Aujourd'hui, le G7, vous m'avez déjà posé cette question, je vous ai expliqué. Le G7, qui sont des Congolais, qui ont droit à exprimer leurs idées, j'en conviens, ont vécu avec ces régimes, ces gouvernements, jusqu'il y a quelques mois. Donc depuis 2011, ils sont dans ces régimes. Les bilans du régime, donc les bilans du gouvernement, ils les partagent, madame. Ce qui les a peut-être opposés, ils ont eu des divergences sur quelques points, notamment la tenue des élections et tout ce que vous voulez. Et voilà aujourd'hui, in subito. Ah oui, bon, c'est l'opposition. Il ne s'agit pas, madame, de donner la carte de l'opposition. On est dans l'opposition parce qu'on n'est pas dans la majorité, bien entendu. Mais ils viennent de quitter là. Ils ont les droits. C'est pas ça. Il ne s'agit pas de donner des points à qui que ce soit. Ils ont les droits. Moi, je ne parle même pas de tout ça. Ça ne m'intéresse pas, madame. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Les autres, ce n'est pas mon problème. La preuve, vous ne m'envoyez pas, moi, parler des autres. Je chemine pour sortir le pays du chaos. Point. Je ne suis pas, ça je vous l'ai dit, je ne suis pas pour cette politique qui consiste seulement à dire ôte-toi de là pour que je m'y mette, sans vision, sans projet d'avenir. Je peux vous le rappeler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit à l'époque du maréchal Mobutu? Akenda kaka tokomona. Mais là, Akenda kaka tokomona, nous sommes où? Réfléchissons. Le peuple là a assez souffert. Depuis des années et des années, nous ne faisons que parler politique. Nous n'avons pas mis encore l'accent sur le social dans ces pays. Nous ignorons cette société congolaise qui éprouve tant de difficultés. Et tout ça, c'est à cause des appétits du pouvoir. J'ai sillonné Kinshasa depuis que je suis là. Il y a l'exclusion sociale, madame. Arrêtons un moment, pensons un peu à ce peuple. On n'y pense pas. On parle aujourd'hui, qui va succéder, qui va faire l'intérim, qui va faire ceci, qui... Est-ce que vous avez déjà entendu ces gens-là? Quel est le problème de l'eau, qui est la santé publique, les problèmes des bas, tout. Madame Yako au Congo, hein, où je vois une maladie comme la typhoïde, bas sont pleins. Ça démontre le sous-développement. Parlons d'abord des vrais problèmes. Okay. Aujourd'hui, j'en conviens, madame, c'est vrai, le gouvernement a eu tort de ne pas organiser les choses en temps voulu. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut faire autre chose. Parce qu'en droit, je vous expliquerai si vous voulez. Les gens qui vous racontent des bêtises, en droit, ils sont en train de raconter les bêtises pour eux-mêmes. Parce que les étudiants qui les écoutent, un jour leur demanderont des comptes sur leurs bêtises, leurs faussetés. Mais aujourd'hui, lorsque je dis qu'il faut un dialogue, c'est parce que je sais que l'issue est difficile. Nous devons parler. Madame, on ne peut que trouver un accord politique. Alors, M. Boyenga, qu'est-ce qui se passera après ce dialogue? Donc derrière, derrière le dialogue, il se cache l'idée d'une transition. Il faut le dire ouvertement. Monsieur, moi vous connaissez ma démarche. Depuis 2005, j'ai dénoncé cette constitution. Je l'avais dit que cette constitution ne répondait pas aux préoccupations nationales. Je l'avais dit quelques temps après, qu'est-ce qu'on a fait? Ceux qui aujourd'hui les vilipendent, c'est eux qui ont changé déjà l'élection à 2 tours à 1 tour. Ils sont là. Ils sont là. Même les G7 y étaient. Tous ces gens-là, ils y étaient. Un tour à de 2 tours à 1 tour. Ça les a arrangés. Aujourd'hui, on trouve que cette constitution... Bon, d'accord.
L'alinéa 2, lisez les conclusions de la Cour, ça a été ajouté. Par qui? C'est qui faisait partie de la majorité. Ah, on commence aujourd'hui à trouver des interprétations qui ne tiennent pas la route. Moi, monsieur, je suis conscient d'une chose. Ou bien il y aura la conflagration, ou bien nous sortirons en paix. Pour cela, je demande que nous parlons. Vous savez, on peut parler et dire aussi on fait les élections après un dialogue rapide. On peut se mettre d'accord, dire bon voilà, nous discutons, voilà, il y a des points, on essaye de résoudre ces points-là, et puis on va voir les élections. Mais pourquoi l'élection dans la précipitation inconsidérée? Je reconnais qu'il y a un problème. Je reconnais que la gestion n'a pas été bonne. Je parle de la gestion des élections, parce que si on arrive là et que les problèmes se posent, c'est qu'on n'a pas mis les moyens. Mais on est devant un problème, qu'est-ce qu'on fait? Un peu plus pratique. Un peu plus pratique, monsieur Boyenga Bofala. Oui. Le dialogue se tient dans combien de temps? Ça nous prendra combien de temps pour tenir ce dialogue? Et si transition il y aura, combien de temps pour que qu'il y aurait? Non. Madame, avant de me poser la question sur la durée de la transition, il faut d'abord dire qu'est-ce qu'on fait dans du dialogue? Quels sont les objectifs du dialogue? C'est à partir des objectifs du dialogue qu'on peut essayer de voir quel temps ça peut nous prendre. Moi, je suis là, je ne dis pas les choses pour dire. Mon plan est là. Pourquoi un dialogue? Ce dialogue va nous permettre de résoudre des questions qui nous empêchent d'évoluer. C'est la question que je vous ai posée tout à l'heure sur le pourquoi soutenir voilà. ce dialogue. Madame, il y a une chose aujourd'hui. Voilà des gens qui ont une vision à court terme. Le Congo, c'est un grand pays uni qui a une part importante de ses nationaux à l'extérieur. Le Congo est aujourd'hui le seul pays qui a la honte de ne pas avoir une carte nationale d'identité. On n'en a pas. C'est une honte. Le Congo, c'est un pays qui n'a pas de recensement. Nous ne connaissons pas la population effective du Congo, madame. Ce sont là des petites données corrigées. Lorsqu'on fera les recensements, vous serez peut-être étonné qu'on n'est même pas à 70 000, on serait peut-être à 50 000. Avant élection, il faut recenser. Moi, c'est ma démarche. Pourquoi? J'ai dit, il est temps que le processus de démocratisation engage tous les Congolais, madame. Et pour que ça engage tous les Congolais, il faut intéresser tous les Congolais. Pour rassembler les Congolais, madame, il faut les identifier tous. Et pour les identifier, il faut les recenser tous. Vous verrez une élection avec la participation de tous les Congolais, auront d'autres résultats. Un tel recensement doit être sanctionné par une carte nationale d'identité. Nous n'en avons pas. Et tout calcul fait, l'élection présidentielle se tiendra quand, selon vous? Madame, ça, ce n'est pas la question. La question, c'est que... Ça, c'est la question parce que la plupart des Congolais se posent cette question. Oui, mais j'arrive. À quand les élections finalement? Madame, selon votre cheminement, selon votre schéma. Madame, vous les informez mal. Vous les informez mal. Vous ne dites pas aux Congolais, voilà, si nous voulons faire des élections, voilà ça là-bas, recensement pour ce bandé qu'on a vu sur la carte d'identité. Voilà, par exemple, la décentralisation au Sali Amabé, Kabolibiso, il faut revenir. Bon, voilà, il y a beaucoup d'éléments. Et puis, je l'ai dit, madame, je l'ai dit, il y avait aussi la question choc. C'est l'avenir de l'actuel président de la République et de tous ses prédécesseurs. Moi, je pense à la... Madame, vous voyez, le problème des Congolais, c'est que c'est des gens qui ne travaillent pas. Je l'ai dit dans vos chaînes, ils ne travaillent pas. On copie. Parce qu'au Chili, il y a des sénateurs à vie, au Congo, on les fait. Parce qu'en Haïti, j'ai entendu même des comparaisons avec la constitution d'Haïti. Non, madame, je suis juriste de droit international pour donner matière. Pas pour suivre des choses comme ça. Je n'accepte pas. Vous savez, le statut de sénateur, c'est un statut parlementaire. On l'acquiert par les suffrages, direct ou indirect. Pointe à la ligne. Moi, je souhaiterais autre chose. Et cette autre chose, je l'avais proposée en janvier 2016, lorsque je suis venu. Je cherche, madame, à faire taire la crise, madame. Je ne pense pas qu'à moi-même. Je serai comme les autres, je vilipendrai tout le monde. Ah ouais, qu'on y va seulement aux élections. Non. Madame, j'ai 56 ans aujourd'hui. M. Boyenga, vous appelez les Congolais à se... Je vous cite, hein. Oui. Vous appelez les Congolais à se prononcer sur un projet au lieu d'aller aux élections
dans la précipitation. Se prononcer, c'est-à-dire que vous soutenez l'idée d'un référendum tel que l'a énoncé le PPRD. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que les candidats qui veulent être président de la République doivent démontrer à la nation quelle est sa vision de société, quel est son projet de société. Et on n'a pas besoin seulement d'être adoubé pour dire qu'on doit être candidat. Quelle est sa vision? Quel est son projet? C'est ça que je veux dire. Les Congolais doivent d'abord connaître les projets de chacun. Moi, sur la question, tout le monde connaît ma vision. On peut lire comme vous et me dire, monsieur, oui, là, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Moi, je suis là, monsieur, et je peux vous le dire, l'UNIR est le seul parti au Congo qui a présenté à la communauté et nationale et internationale sa démarche et ses projets de société. Le seul. Et je les donne gratuitement parce qu'on ne vend pas les idées. Les idées, on donne. Je ne suis jamais venu ici vendre un livre. Quand je l'écris, je donne. C'est ça, les idées. On doit arrêter, oui, parce qu'on a entendu un homme, ah oui, c'est lui. Quelle est sa vision? Et après on regrette. Quelle est sa vision? Quelle est sa vision sur le social? Quelle est sa vision sur la région? Parce que le Congo a aujourd'hui des difficultés. Nous sommes en crise encore, la crise des Grands Lacs. Quelle est la vision? Comment résoudre la crise des Grands Lacs pour retrouver la paix au Congo? Et même, pourquoi je vous dis, nous devons discuter. Vous imaginez comment vous pouvez réaliser des élections crédibles à l'Est où il y a toujours, soit à Béni, on a tué, les incursions, des rébellions, ainsi de suite. On n'a pas éteint tous ces feux-là. Un homme responsable doit d'abord résoudre toutes ces choses avant de se prononcer, aller aux élections. Les élections, ce n'est qu'un mode d'accession au pouvoir, c'est vrai, démocratique. Mais nous avons des problèmes à régler. Notre pays est en difficulté au niveau sécuritaire, surtout. Faisons attention. Écoutons-nous les uns les autres. Beaucoup ne savent pas. Ils sont là, oui, on fait la politique. Si j'ai pris cette position, madame m'avait dit une fois, oui, vous étiez radical. Bon, je n'ai jamais été radical. Je suis strict. Je suis un homme de principe. Si aujourd'hui j'ai essayé de mettre de l'eau dans mon vin, parce que je connais aussi les réalités de la situation du Congo. Vous estimez que le peuple a perdu tout espoir? Bien sûr, je le cite encore, mais alors, comment ramener la question sociale dans un véritable débat démocratique? Mais oui, justement, donc il faut que nous allions au dialogue. Et lorsque je vous dis, ces dialogues-là doivent être encadrés par nos anciens, je pense que la parole d'un grand archevêque comme le cardinal Mosengo doit être écoutée. Tous certains de nos anciens doivent être écoutés, Bodo Marinier consort. C'est pour ça que je vous ai dit, le travail de la Géroncia, dans un premier temps, c'est l'apaisement et la normalisation des relations intercongolaises. Seuls ces conseils des anciens peuvent nous ramener, nous mettre tous à table, autour de la table, parler des vrais problèmes de notre pays. Nous devons parler, messieurs. Nous devons parler avec l'autorité de nos anciens qui sont là encore vivants. Nous devons parler parce que nous avons des problèmes. Ne pas reconnaître ces problèmes, ça fait preuve d'irresponsabilité. Il y a des problèmes, monsieur. À la fin de son mandat, le président de la République constitutionnellement tombe dans l'illégalité pour pouvoir diriger ce pays. Monsieur Boyenga Bofala, le Congo sera dirigé comment? Madame, vous savez, la Cour a rendu une décision là. Suivez-moi bien. Je vais vous répondre en droit et en politique. J'ai entendu les gens vilipender la démarche de la Cour. Et ceux qui ont vilipendé la démarche de la Cour, ils ont été parmi les concepteurs de cette Constitution. Ils savaient ce qu'ils ont écrit. Les articles 70 alinéa 2, les articles 220, ils étaient là. La Cour a dit, je parle sur les points juridiques. La Cour a dit, le président en exercice reste en place jusqu'à la mise en place du nouveau président élu. Je suis en droit. Je vais vous expliquer après, en droit. Quelle est la différence entre la situation de Bouama, dont les élections seront au mois de février, et que l'autre sera investi au mois de... non, les élections au mois de novembre, et l'autre sera investi au mois de février. En droit, c'est ça. Pour la Cour, il ne pose même pas de problème. Donc c'est une évidence qu'il y a élection. Donc pour lui, c'est ça. Mais nous savons qu'il y a un problème. Et puis, madame, vous savez ce qui est grave? Les gens auraient aimé que la Cour réponde, donne des solutions politiques.
ceux qui font les contentieux savent qu'une juridiction ne peut pas juger ultra petit a. Il ne peut pas juger en dehors de ce qui lui est demandé, en dehors des prétentions des uns et des autres. La Cour a dit ce qui est droit. Mais, si vous posez aujourd'hui la question à la Cour, mais il n'y aura pas des élections, qu'est-ce qu'on fait? Il va se déclarer incompétent. Parce qu'il n'a aucune compétence pour dire qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire, cette question revient aux politiques. C'est aux politiques de débattre. La Cour est incompétente de vous dire. Je me souviens, il y a quelques temps, il a dit ce que le CENI devait faire, mettre tout en œuvre pour qu'il y ait élection. Et c'est limite là. Maintenant, il y a des questions politiques que les gens auraient aimé qu'ils disent, oui, l'actuel président, il doit partir. Mais il serait ultra petit. Ah, monsieur, ce n'est pas ça. On lui a dit, qu'est-ce que ça voulait dire l'article 70 alinéa 2? Et il l'a dit. Pointe à la ligne. Sinon, c'était extra petit A. Maintenant, il y a un problème. J'ai cité les États-Unis. Mais, heureusement pour eux, il y aura des élections. Donc, Obama restera là parce qu'il y a la réalité électorale. Il y aura des élections au mois de novembre et il restera jusqu'au mois de février. Mais nous constatons malheureusement que chez nous, les conditions ne sont pas réunies. Et cette question, la Cour ne peut pas répondre. La question est politique. Donc, nous devons parler. Nous devons parler. La Cour constitutionnelle avait déjà ouvert la voie au gouvernement pour l'institution du régime des commissaires spéciaux. Est-ce que là, ce n'était pas politique? Non. Vous savez qu'est-ce que les commissaires spéciaux? La Cour, lorsqu'on lui pose la question sur certaines questions claires, il fait des propositions. Oui, il recommande les mesures exceptionnelles parce qu'il y a là la gestion de l'administration de l'État. D'accord. Le principe de continuité de l'État, il est dans son droit. Mais ici, la question de s'il n'y a pas d'élections, vous voulez qu'ils vous disent quoi? Oui, qu'ils vous disent s'il n'y a pas d'élections, eh bien oui, on va chasser les présidents, on va faire ceci. Il ne peut pas le dire. J'ai même entendu les gens parler des problèmes de l'intérim. Mais où ils lisent la Constitution, ou ils ne les lisent pas. La Constitution a bien organisé l'intérim. Il y a intérim du président par le président de la Sénat en cas d'empêchement. Et cet empêchement doit être résultant du décès, de la démission ou ainsi de suite. Et puis en même, lorsqu'on dit ça, les gens oublient qu'à la fin de cette législature, le président du Sénat lui-même n'aura plus de légitimité. Comment voulez-vous qu'une personne qui n'a pas de légitimité, j'ai dit là, sans m'acharner sur quelqu'un, fasse l'intérim d'une personne aussi qui a... Vous savez, ici, c'est la foire à Cancan. Ça, croyez-moi, il ne peut pas y avoir intérim là. La question est politique, messieurs. Nous ne pouvons que, à moins que nous souhaitons faire la guerre, hein, et bon, comme, voilà, si on veut la guerre, oui, d'accord. Là, nous ne pouvons que parler. Je n'ai pas dit, je dis bien que le gouvernement a eu tort de ne pas bien travailler pour organiser les élections là. C'est une évidence, certes. Mais bon, maintenant, nous sommes devant un problème. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les résoudre, madame. On essaie de les résoudre. Et résoudre, c'est quoi? C'est discuter entre nous. Discuter de ce dialogue, nombreux n'en veulent pas, de ce dialogue. Oui. Non, il ne faut jamais dire nombreux, madame. Je parle des partis d'opposition. Quelle opposition? C'est qu'ils sont allés à Bruxelles. Vous savez, vous allez compter les nombres des partis d'opposition qui ne veulent pas de ce dialogue. Oui. Alors qu'il faut amener le grand nombre des Congolais sur la table des échanges pour que les conclusions soient opposables à tous. Comment faire pour tenir un dialogue inclusif, selon vous, Frédéric Boyenga? Mais selon Frédéric Boyenga, faisons appel à nos anciens. Je vous ai dit, ils sont celles à nous ramener ensemble. Et peut nous ramener ensemble parce qu'ils ont connu toutes les étapes de notre vie politique. Ils savent aujourd'hui. Ce n'est pas les facilitateurs. Il faut faire avec du vieux et du neuf. Madame, quand vous dites du vieux avec du neuf, parce que vous savez, la jeunesse, ce n'est pas une qualité, c'est un âge de la vie. C'est un âge de la vie. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est meilleur. Mais n'oubliez pas votre culture, madame. Chez nous, il y a toujours les mbouta, les anciens. Même s'il est pauvre, même s'il n'a rien, on n'oublie pas les mbouta. On les appelle quand il y a un problème, madame.
Parce que vous pensez que les facilitateurs extérieurs ont la maîtrise de la donne nationale. Et lorsque vous dites les partis d'opposition n'en veulent pas, je ne suis pas d'accord avec vous. Pas tous les partis de l'opposition. Ils veulent un éclaircissement sur la finalité des dialogues. Ça, ils ont raison. Les dialogues pour faire quoi? Et moi, j'ai anticipé. J'ai dit, s'il y a les dialogues, voilà les points sur lesquels j'aimerais que les dialogues aient lieu. Pourquoi j'ai dit ça, madame? J'ai parlé d'un dialogue ultime et éclairé. Dialogue ultime et éclairé, pourquoi? Je veux que les cycles, dialogue, chaos, dialogue que nous connaissons depuis 60, qu'on mette fin à ça définitivement. Les Congolais vivent dans ces processus-là de dialogue, non, éclairé, parce que je souhaiterais cette fois que nous définissions quel régime politique, quel système voulons-nous pour le pays. Et cette fois, il faut que nous intéressons la population congolaise à comprendre qu'est-ce qui doit être écrit dans la Constitution. Moi, mon souci, c'est ça. On doit mettre fin à ces couples vicieux. Dialogue, concertation, chaos. Dialogue, c'est ça qui nous amène mal. Il faut le mettre fin. Pourquoi on est arrivé à ça? Parce que c'est une constitution bidon. Cette constitution ne représente pas les génies du peuple congolais. Une constitution est là pour refléter une nation qui prenne en compte ces réalités. Mais quand on fait du papier collé, voilà ce que ça donne. En clair, il faut la réviser ou réécrire notre Réécrire, madame. Réécrire. Mais dans un premier temps, pour sortir de la crise, on peut apporter des amendements. Mais c'est une constitution. Il faut écrire la constitution. Écrire la constitution de la République démocratique du Congo, M. Frédéric Boyenga. Que pensez-vous de finalement ne pas limiter le nombre des mandats présidentiels, par exemple? Madame, vous savez, je vais vous dire, les défauts du Congo, c'est qu'on veut toujours copier. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, en respectant les uns et les autres, le président des États-Unis, un mandat de 4 ans, vous pensez qu'il fait quoi? Rien. C'est parce que c'est un grand pays qui a toutes les structures, ils peuvent même vivre sans président. D'accord? Toutes les structures, tout. Mais dans un pays comme le nôtre, où il faut même commencer à creuser les faux sceptiques, mais vous imaginez même 5 ans là, j'ai toujours été contre. Moi, je suis peut-être pour un septennat non renouvelable, madame. Voyez? Non renouvelable. Mais 5 ans, vous commencez à peine. Regardez là où il y a ces gens-là qui ont essayé d'éliminer. Ne copiez pas. Tenez compte de vos réalités, madame. Simplement, il y a un fait, on ne peut plus avoir des présidents qui durent à éternité. Non. Mais pour cela, organisons les choses. Bon, la question de, vous avez dit, des mandats illimités. Bon, vous savez, d'un côté, si on ne triche pas, c'est la sanction populaire qui empêche une personne d'être élue. On peut même laisser ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire dès l'instant que les Congolais connaissent maintenant nos projets? C'est pour cela, monsieur, j'ai invité que les hommes politiques parlent des projets. Les Congolais vous jugent sur les projets, non sur votre beauté ou autre chose. Et vous verrez qu'à l'issue d'un mandat, vous serez sanctionné parce que vous n'avez pas tenu promesse. Et vous croyez en l'alternance au bout du processus électoral, quel que soit l'aboutissement? Je crois à l'alternance, madame. L'alternance aura lieu. Mais prenons le temps de l'organiser pour que ça soit démocratique. Il y aura l'alternance. C'est fini. On ne peut plus avoir un président à vie, tout ça. Non, ça c'est fini. Mais faisons les choses de manière calme. Vous avez là un président. Travaillons ensemble pour sortir de la crise, madame. Monsieur Boyenga, revenons un peu sur terre. Vous savez, oui, on était sur depuis une semaine, le franc congolais s'est fortement déprécié par rapport aux devises étrangères, principalement le dollar. À votre avis, à quoi est due cette situation? Mais monsieur, vous savez, je ne vais incriminer personne. Parce que vous pensez vraiment que le Congo a une économie? La monnaie reflète l'économie d'un pays, sa production, son industrie, sa création. Et là, vous avez une monnaie qui est fort ou n'est pas fort. Dites-moi aujourd'hui, vous connaissez les balances de paiement du Congo. Quel est l'apport du commerce extérieur du Congo en devise? Quel est l'apport? Nous avons un papier monnaie qui fluctue en fonction
des choses. Nous n'avons pas aujourd'hui l'économie qui peut permettre à une monnaie d'être stable, monsieur. Dire ça ne veut pas dire injurer quelqu'un. Ces fluctuations-là, lorsque nous serons là toujours en train de dépendre, oui, de l'or, de l'uranium, tout ce que vous voulez, sans avoir vraiment une industrie au pays. Une véritable politique économique, une politique de commerce extérieur, cette monnaie ne représente rien, monsieur. Je ne dis pas ça pour... non, c'est la réalité. Donc, les débats macroéconomiques, là, n'intéressent que les doux rêveurs. Nous avons les réalités aujourd'hui. Cette monnaie commence à tomber, et ça risque de tomber, comme le fut la monnaie Zaïre. Parce que nous ne produisons pas. Nous n'avons pas d'économie. Notre économie est là, basée, bon, sur quelques exportations ici ou là. Vous savez, je ne vous cache pas. Je ne critique personne, mais je constate. Vous savez la douleur que j'ai eue quand j'entends les premiers ministres parler d'un budget de 6 milliards. Vous savez, le budget de 6 milliards, vous avez dans d'autres pays, c'est le budget d'une petite commune. Ça, c'est les grands Congo qui osent parler de 6 milliards. Que voulez-vous faire avec 6 milliards s'il faut faire les routes, s'il faut faire ceci? 6 milliards, vous savez ce que ça représente? Zéro. Les Congo doivent commencer à compter par des centaines de milliards de budget, monsieur. Et pour cela, il faut l'industrialisation. Il faut le travail, une véritable économie. Et surtout, n'ignorez pas la question du recouvrement. Parce qu'au Congo, les entreprises, les hommes d'affaires ont tendance à ne pas s'acquitter de leurs impôts. Aujourd'hui, s'il y a une vraie politique, aujourd'hui, s'il y a vraiment un tac sérieux, légal, sur les impayés, vous serez étonné comment notre budget peut aujourd'hui avoir quelque chose. Je suis malheureusement obligé de dire que nous sommes obligés de travailler. Ne me parlez pas de la monnaie Congo, ça ne représente rien aujourd'hui, monsieur. Oui, ici, nous avons tous suivi que Jean-Pierre Bemba a été condamné hier à 18 ans de prison. Oui. Et comment avez-vous reçu cette nouvelle? Vous savez, monsieur, je vais vous dire, on ne peut pas se réjouir de malheur d'un homme. On ne peut pas. Hein, c'est moralement... bon. Vous savez, moi, lorsque je parle en tant que juriste, il y a quelque chose qui m'a toujours un peu froissé. C'est ces transferts de souveraineté judiciaire comme ça, ou pénale, à la CPI. À l'époque, vous savez, monsieur, ma proposition était simple. Je voulais, parce que dans la charte des Nations Unies, il y a la Cour internationale de justice qui n'avait pas la dimension pénale. J'ai demandé plutôt à ce que, dans cette Cour de justice, qu'il y ait une chambre pénale qui aurait connu tous les problèmes et ça engagerait tout le monde. C'est-à-dire, la charte s'impose à tous les États qui font partie des Nations Unies. Vous savez pourquoi on n'a pas accepté cette proposition-là? Parce que si il y a une chambre pénale à la CIJ dont le statut est dans la charte des Nations Unies, ça s'appliquerait à tout le monde. Et la CPI est une émanation des Nations Unies. Oui, mais tous les États ne l'ont pas ratifié. Tous les États ne l'ont pas ratifié. Et lorsque vous n'avez pas ratifié, qui ont ratifié? Ceux qui croyaient que ça sera pour les autres. C'est ce que j'entends. Il y a une décision de justice qui est rendue. Bon, je suis juriste, j'observe la décision. Bon, c'est peut-être le côté humain qui fait que, bon, s'il y a quand même quelque chose que je répugne là un peu, bon, les donneurs des leçons, enfin, les donneurs, les commanditaires, ceux qui ont invité M. Bemba leur porter aide, parce que vous êtes aussi complice lorsque vous demandez à quelqu'un. Mais bon, c'est pas ça. Bon, il y a quand même un petit malaise dans tout ça. Bon, évoluons. Au mouvement de libération du Congo, on parle d'un procès politique. Est-ce que vous, voilà, du procès, est-ce que cette sentence ne risque pas d'avoir des répercussions dans le pays, par exemple, radicaliser la position du MLC quant à sa participation au dialogue? Je peux comprendre. Je ferai un effort pour aller parler même à Mme Bazaïba et les autres. Au fait, il est un fait vrai, l'évolution de la CPI risque d'entamer sa légitimité. Vous savez,
Bon, aujourd'hui c'est l'un, demain c'est l'autre, hein, et puis ainsi de suite. Revenons à nos sources. Parlons. Écrivons une nouvelle constitution. Lisez-moi en filigrane, messieurs. Écoutez-moi en filigrane ce que j'ai dit. Mais vous comprendrez que j'ai pu comprendre le sentiment d'injustice de la part des Congolais ou de la part des partisans de M. Gom et Jean-Pierre Bemba. Je comprends. Ce que nous devons faire, c'est aussi renforcer notre souveraineté judiciaire. Parce que vous savez, toutes ces institutions judiciaires internationales ne sont que subsidiaires. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? C'est ce que je vous ai dit. Vous hypothéquez tout. Quand il y a quelque chose, vous appelez le facilitateur extérieur. Vous avez démontré votre incapacité à juger des cas de viol, de ceci, dans vos pays. Si on l'avait fait, on ne serait pas là. Nos justices n'ont pas fonctionné. Conséquence, les Nations Unies, la Charte des Nations Unies a horaire du vide. Mais bon, malheureusement, si on avait dans la Charte, dans la CIJ, incorporé une chambre pénale, il aurait des effets erga omnes. Tout le monde pouvait être inquiété, les États-Unis, la France, la Belgique, tout le monde. Mais bon, ils n'ont pas signé, ils n'ont pas ratifié. C'est vous qui avez ratifié. Monsieur Frédéric Boyenga, on va terminer cet entretien d'ici quelques petites minutes. Alors, les dernières questions, des réponses directes, des questions brèves également. Dans quelques jours, la République démocratique du Congo va célébrer les 56 années de son accession à la souveraineté nationale et indépendante. Économiquement parlant, politiquement parlant, où se situe à ce jour le pays? Ben, vous qui aimez bien les rapports extérieurs, allez voir quelle est notre place. Vous comprendrez, madame, on n'a même pas besoin de ça. Dans l'adresse que j'ai faite à la nation ici, je vous ai dit qu'il y a un problème social et que la question sociale doit être au cœur du renouveau démocratique. Moi aussi, j'ai la famille ici. Je vois dans quel dénouement ils vivent. Je vois, si vous êtes obligé de donner 10 $ ici, les gens ne deviennent pas mendiants par plaisir. Hein? Quelqu'un ne quitte pas aujourd'hui sa maison, oui, je deviens mendiant. Non, c'est qu'il y a toujours un besoin derrière. Ou même une femme, madame, ne devient pas prostituée là parce que, oui, je vais être prostituée. Il y a toujours un besoin. Nous avons un problème au Congo. Le Congo a un problème économique. Le Congo a un problème social. Toutes ces questions-là, nous devons parler. Nous sommes, vous savez, la difficulté du Congo, c'est que c'est un pays, comme on le dit, potentiellement riche, mais pauvre, mais potentiellement riche en ressources naturelles, mais en hommes. On devrait être riche en hommes. Être riche en hommes, c'est être riche dans la réflexion. Madame, les Japon naturels, potentiellement par rapport au Congo, ça représente quoi? Rien, mais c'est la tête qui a travaillé. C'est la tête. Nous pouvons, avec ces legs de la nature, faire de ces pays un paradis. Si nous mettons à côté nos ambitions égoïstes. Égoïste, madame. Il n'y a pas plus égoïste que les leaders congolais. Il n'y a pas plus égoïste que l'homme congolais. Il préfère voir son prochain crever. Et ça, c'est pour cela que j'appelle à nos anciens. La géroncia ne sera pas là que pour essayer de nous faciliter les dialogues. Ils vont essayer un peu de nous apprendre ce que c'est la charité. Dans les salons UP de la capitale, les mauvaises langues parlent d'un probable futur Premier ministre de la République, Frédéric Boyenga Bofala. Qu'est-ce qui vous fait autant courir derrière le dialogue? Si on vous proposait ce poste juteux. Mais là, vous êtes dans un jeu d'esprit. Vous êtes là dans un jeu d'esprit, madame. C'est une question, vous avez la réponse. Non, c'est un jeu d'esprit. Madame, moi je suis venu, j'ai trouvé ma mère Congo mal. J'ai dit il faut trouver des remèdes pour qu'elle guérisse. Tout ce que je demande, c'est que le président de la République, dans son adresse le 30 juin, qu'il dise les choses qui doivent calmer les esprits des Congolais, qui doivent rassembler des Congolais. Mais, vous savez, mon avenir ne compte pas. Vous savez, je vais vous dire une chose, madame. J'ai aujourd'hui 56 ans comme la République.
Vous voyez, à 56 ans, je commence déjà à fléchir. Mon travail consiste seulement aujourd'hui à ce que venir faire peut-être une retraite ici, que j'apprécie le Congo, que le Congo soit un pays où il règne la paix, la solidarité, et c'est ce qui m'importe. J'ai déjà tout fait dans ma vie. Je ne suis pas en quête de quelque chose, mais je suis venu pour rendre service à mon pays. Si je dois, pour rendre service à mon pays, répondre à certaines attentes, je le ferai. Président de l'Union pour la République, Mouvement National, un parti d'opposition, Frédéric Boyenga Bofala, vous l'avez suivi, mesdames et messieurs, appelle lui à la relance de la mise en place de la gérancia. Déjà en février, ce Congolais proposait quelques pistes pour relancer l'initiative du dialogue afin de sortir le pays de l'impasse. Et 4 mois après, il revient en charge sur cette même question du dialogue. Nous avons donc eu le plaisir, Mouine Mouroupfel et moi-même, de présenter cette émission spéciale consacrée à la vision politique du président de l'UNIR MN, Frédéric Boyenga Bofala. Monsieur, merci beaucoup. Madame, monsieur, merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro spécial dans vos différentes chaînes de télévision, dans l'espoir de vous retrouver très prochainement. Portez-vous bien, mais surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Mama